Donc, là, moi, je vais vous parler de sociologie du genre. Et en sociologie, nous, ce qui nous intéresse de penser, c'est comment est-ce que les relations qu'on peut penser être interindividuelles, nos manières de nous comporter, de nous habiller, les relations qu'il y a entre les gens, le travail, même qu'est-ce que c'est qu'être un élève ou une élève dans un lycée, par exemple, tout ça, c'est construit socialement. C'est-à-dire qu'il y a des normes qu'on intériorise. Intériorise, ça veut dire qu'on nous les apprend depuis tout petit et toute petite. On nous a éduqués d'une certaine façon, et c'est ça qui va un peu régir nos manières d'être. Mais ce qui est hyper important en sociologie, et qui va être important pour nous aujourd'hui, c'est de penser comment est-ce qu'il y a des normes qui nous font agir d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment est-ce que chaque individu, donc vous, moi, tout le monde, on résiste en fait en permanence à ces normes. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire qu'on n'est pas écrasé par des structures sociales, et on n'est pas des machines. En fait, on les travaille en permanence. Et donc c'est ça qui va nous intéresser nous maintenant. Donc de la même façon, les questions de genre, les questions comme on en a parlé tout à l'heure de féminité, de masculinité, la sexualité, qu'est-ce qu'être, les inégalités au travail, qu'est-ce qu'être une femme dans certains milieux, un homme dans certains milieux, tout ça c'est construit socialement. D'accord. Donc en fait, on va aborder 3 thèmes maintenant. La première chose qu'on va aborder, c'est un peu les sujets et les phénomènes que les féministes dans les années 70 en France et aux États-Unis ont voulu mettre en avant et les questions sur lesquelles elles ont voulu militer et pour lesquelles elles ont milité. D'accord? On va voir ça dans une première partie. Ensuite, on va s'intéresser à l'ordre hétérosexuel et on va voir comment est-ce que l'hétérosexualité, en fait, c'est une norme et qu'en fait, depuis tout petit, en fait, on nous apprend à nous conformer à certains comportements pour rentrer sur le marché hétérosexuel. Et ensuite, dans une dernière partie, on va revenir sur les violences sexistes et sexuelles et sur le mouvement MeToo. Ok? Alors, dans les années 70, en France, donc on va commencer par la France, les féministes ont pensé le travail domestique. Est-ce que vous savez ce que c'est que le travail domestique? Pardon? C'est à la maison. Allez, ouais, c'est quoi? Ouais. Donc en fait, on se reconcentre. Vous pouvez arrêter de parler s'il vous plaît? Je pose juste une question, on se reconcentre. En fait, d'habitude, on parle... Vous m'écoutez? Okay. On parle de tâches domestiques. Et le mot tâche, en fait, il est très très important. C'est pour en fait dévaloriser le fait que c'est un travail. Et donc les féministes dans les années 70, elles ont dit ce que font les femmes à la maison en termes d'élevage d'enfants. On parle d'élevage d'enfants pour montrer que c'est une vraie charge et que c'est un vrai travail. On peut faire d'éduquer des enfants, de les nourrir, de s'occuper d'eux. Donc l'élevage des enfants, le ménage, faire la cuisine, etc., etc. Tout ça en fait c'est un travail. Mais c'est un travail qui n'est pas reconnu dans notre société. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est encore actuel aujourd'hui. Ce n'est pas que dans les années 70. Encore aujourd'hui, les femmes font le double de travail domestique que les hommes. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que c'est un travail qui est gratuit et qui est dévalorisé dans notre société et qui est aussi invisibilisé. Et ce qui est intéressant de comprendre, on pourrait se dire, ah mais les femmes, si elles s'occupent plus des enfants, si elles font plus le ménage, c'est peut-être parce qu'au fond, elles en ont envie, c'est elles qui choisissent ça de manière individuelle. Mais en fait, non. Quand on se rend compte que c'est systématique, que c'est toujours les femmes qui font la grande majeure partie du travail domestique, c'est que c'est plus une question de désir individuel, c'est une question de phénomènes systématiques dans une société. Et quand c'est systématique, ça veut dire qu'il y a des normes qui les régissent. Il y a des structures sociales qui pèsent sur les femmes. Et donc en fait, la société, elle passe son temps à inciter les femmes à vouloir désirer de s'occuper des enfants. Et donc elles ont l'impression que c'est ce qu'il faut qu'elles fassent. Et c'est pour ça qu'après, elles ont l'impression de désirer faire quelque chose. Donc il faut vraiment voir que quand quelque chose est systématique, quand vous analysez des choses autour de vous, et que vous dites, bah en fait, je vois que dans tous les foyers autour de moi, et de tout ce que je connais, bah, sur les femmes qui s'occupent de tout, c'est plus une question de volonté individuelle. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est transclasse, en fait. Dans tous les milieux sociaux, c'est toujours les femmes qui font le double de travail domestique que les hommes. En fait, donc les féministes dans les années 70, elles expliquent, et ça c'est très nouveau à ce moment-là, que le mariage, c'est vraiment, pour elles, je vous donne une citation, un moyen d'enchaîner les femmes à un faux contrat de travail qui n'a pas de limite dans le temps. Parce qu'en fait, toute la vie des femmes est submergée par le travail domestique. Et surtout, on peut dire, il y a quand même des contreparties financières. Parfois, on leur donne, je sais pas, par exemple, le compagnon, ça c'est dans les années 70, par exemple, le compagnon leur donne un peu d'argent de poche. Mais en fait, c'est toujours en fonction de son salaire à lui. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas de salaire fixe pour le travail domestique qu'elles font. Et la preuve du fait que c'est un rapport d'exploitation entre les hommes et les femmes, le fait que ce soit toujours les femmes qui fassent le travail domestique, c'est que quand une personne extérieure fait ce même travail, donc d'élevage, d'enfants, de cuisine, de ménage, eh ben, ce sont des choses qui sont rémunérées. Donc on voit bien qu'il y a une exploitation puisque les femmes les font gratuitement.
Et ce qu'elles expliquent, les féministes à cette époque-là, c'est que si ce fonctionnement perdure dans la société, c'est parce que les hommes y ont intérêt, ils ont intérêt à ce que ce soit les femmes qui fassent le travail domestique, et parce que le capitalisme aussi a intérêt. Pour que chaque jour, les hommes, dans les années 70, reviennent au travail le lendemain, il faut qu'ils aient été nourris, il faut qu'ils aient des habits neufs, et il faut qu'ils aient pu bien dormir et qu'on leur fasse le travail domestique. Donc en fait, ça aide le système capitaliste, le fait que les femmes fassent à la maison un travail gratuit. Et il y a une justification idéologique qui est très très puissante et qui marche encore aujourd'hui. On dit bah, c'est naturel. En fait, les femmes, elles sont nées pour faire ça. Et donc en fait, cette justification idéologique, elle sert en fait la perpétuation de cette inégalité dans le travail domestique. Parce qu'on se dit, bah, puisque c'est naturel, alors c'est normal que ce soit les femmes qui le fassent, c'est normal qu'elles le fassent seules, et c'est normal qu'elles ne soient pas payées pour ça. Et quand après il y a des femmes qui font le même type de métier de manière rémunérée, par exemple aide-soignante, aide à domicile, les femmes qui s'occupent des enfants, etc., femmes de ménage, et ben c'est normal que ce soit mal payé, puisque de toute façon c'est quelque chose de naturel. Alors que c'est pas du tout naturel en fait. Ce sont des compétences qui sont acquises par les femmes dès toutes petites, parce que ce sont par exemple les mères de famille qui font la plus grande majorité du travail domestique, mais en fait on apprend aux petites filles à le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de situation, mais souvent les parents disent que c'est aux filles de faire le travail domestique, c'est aux filles de faire à manger, c'est aux filles de faire le ménage, c'est aux filles de s'occuper de leurs petits frères et de leurs petites sœurs. Donc en fait, on apprend dès toute petite aux filles à avoir cette charge-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est appris depuis tout petit. Voilà. Donc il n'y a pas seulement le fait de faire... de s'occuper du ménage, de s'occuper de la nourriture. Il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle le care en sociologie. Care, ça veut dire prendre soin. C'est-à-dire que les femmes, elles ne font pas seulement les travaux domestiques stricto sensu, elles s'occupent aussi des personnes âgées de la famille, elles s'occupent parfois aussi des personnes âgées de la famille de leur mari, par exemple. Et donc, on voit qu'elles s'occupent dans la société vraiment de tous les gens qui sont en dépendance autour d'elles. Mais en fait, ce qui est intéressant d'analyser, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a une inégalité de la répartition du travail domestique entre les hommes et les femmes, mais on va voir que les rapports de genre se reconfigurent. Parce qu'il y a une grande partie de la classe moyenne et supérieure blanche qui délègue en fait ce travail d'élevage d'enfants et de travail domestique à des femmes racisées issues de l'immigration. Quand on dit femmes racisées, ça veut dire que ce sont des femmes qui subissent du racisme dans la société. En fait, en sociologie, on montre qu'en fait, les questions de race, de classe et de genre, elles sont liées à des systèmes de domination. Donc en fait, on parle de femmes racisées parce qu'en fait, il y a du racisme. Et c'est ça qui fait qu'en fait, elles sont racisées. Et donc, ce sont ces femmes-là qui s'occupent des enfants des femmes blanches riches aujourd'hui dans notre société. Et en fait, on voit donc qu'il y a une reconfiguration en fait, des rapports de genre, parce que ce sont d'autres femmes qui font ces métiers-là. Et ce sont des métiers qui dans notre société sont très dévalorisés, alors qu'ils demandent des compétences très importantes. Et encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, par exemple, femmes de ménage, les femmes qui s'occupent des enfants, des femmes de classe supérieure, enfin des couples de classe supérieure, en fait on va dire bah, c'est naturel qu'elles le fassent, donc c'est pour ça que c'est mal payé. Et donc c'est très très important, en fait, quand on fait de la sociologie, de se dire mais en fait il n'y a rien de naturel en fait, c'est social. En fait c'est toujours une justification pour sous-payer les femmes, pour les dévaloriser dans leur travail. Et il y a des enquêtes qui ont été faites et qui ont montré qu'il y a des femmes issues de l'immigration, par exemple yougoslaves, qui s'occupent souvent des enfants des couples de classe moyenne et supérieure blanches et qui en fait n'ont pas du tout appris depuis tout petite à faire ces métiers-là. Donc en fait c'est des compétences qu'elles ont apprises sur le tard, en fait c'est des vraies compétences qu'elles ont apprises, à savoir s'occuper des enfants, des personnes âgées, etc. etc. Donc il y a toute une partie des féministes dans les années 70-80 qui ont dit en fait il faut revaloriser ces métiers-là. C'est-à-dire qu'on dit toujours prendre soin des autres, être dans le care, c'est un truc de femme, mais en fait ok, c'est comme ça que notre société elle fonctionne. Mais en plus c'est quelque chose qui est dévalorisé. Donc en fait on devrait, peut-être si vous voulez penser une société idéale, c'est une société qui valoriserait en fait l'entraide, qui valoriserait le fait d'aider les personnes dépendantes et de s'occuper des autres. Mais d'une manière égalitaire. Il faudrait que les hommes et les femmes s'occupent autant du travail domestique et des métiers de care, donc des entraides, de l'entraide entre personnes dépendantes, plutôt que de valoriser, comme c'est le cas dans notre société, la concurrence, la force, je sais pas, il y a tout aussi une fascination dans notre société de comment ça se passe, je sais pas, de valoriser la guerre, de valoriser les armes, de valoriser des rapports de concurrence entre les gens. Voilà, c'est revaloriser des choses qui sont
pensées comme féminines, mais en fait parce qu'on dévalorise les métiers du care. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui font ces métiers-là autour de vous, mais en fait notre société elle peut pas fonctionner en fait si les femmes elles font pas ce travail-là. C'est-à-dire que si les femmes, que ce soit en étant rémunérées, en s'occupant des enfants, des personnes âgées, du ménage, de la nourriture, si elles faisaient pas ça, que ce soit dans un travail gratuit à la maison ou dans un travail rémunéré, en fait la société elle s'effondre. En fait elle s'effondre la société sans les femmes. Donc en fait c'est pour ça que c'est important de revaloriser ces métiers-là. Maintenant, je fais juste un petit point aussi, parce qu'après on pourra y revenir dans le débat, sur les inégalités d'accès à certaines professions. Il y a encore aujourd'hui des métiers auxquels les femmes n'ont pas accès, parce que justement il y a toujours ce truc de, naturellement elles sont censées faire des métiers de care, des métiers où on s'entraide les uns les autres, etc. Alors que c'est encore quelque chose qui est construit socialement, et donc en fait elles sont encore aujourd'hui... elles n'ont pas la possibilité d'entrer dans certains métiers. Comme quel métier? Alors, est-ce que vous auriez un exemple, pareil, de métier? Ouais. Est-ce que quelqu'un a une idée d'un métier auquel les femmes, c'est difficile d'avoir accès? Par exemple, le pompier. Ouais. Tout à fait. En fait, on peut dire, oui, vous avez raison, il y a certaines femmes qui y arrivent, mais en grande majorité, ce sont des hommes. On appelle des métiers masculinisés. Et donc, c'est très dur pour les femmes d'avoir accès à ces métiers-là. Et il y a aussi autre chose, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le plafond de verre. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, elles sont dans certains métiers, je ne sais pas, dans une entreprise par exemple, et au bout d'un moment, elles ne peuvent pas accéder à certains métiers qui sont haut placés dans l'entreprise, comme cadre supérieur, etc. Et ce plafond de verre, il est dû au fait qu'on se dit, en fait, les femmes, comme elles vont avoir des enfants, qu'elles vont prendre des congés mat, qu'en fait, elles ne sont pas vraiment faites pour diriger, que ce n'est pas dans leurs attitudes naturelles, il y a vraiment des empêchements pour les femmes d'accéder à des hauts postes. Et c'est encore aujourd'hui le cas. Il y a encore autre chose, c'est qu'aujourd'hui en France, et notamment on peut le voir aussi par rapport à la réforme des retraites, c'est que les femmes elles sont les plus précaires dans notre société et elles ont la plupart du temps en temps partiel imposé. On se dit c'est les femmes qui veulent des temps partiels parce que de toute façon elles veulent s'occuper des enfants. Mais c'est pas vrai. La plupart du temps ce sont des temps partiels qui sont imposés aux femmes et donc elles sont dans des situations encore plus précaires. Aussi autre chose, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a un fort taux de chômage, il y a plus de femmes qui sont au chômage que les hommes, mais souvent en fait, alors qu'elles aimeraient se dire au chômage, c'est-à-dire en recherche d'emploi, quand on est au chômage, c'est-à-dire qu'on est quand même actif pour chercher un emploi. Quand on est inactif, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la recherche d'emploi, dans la manière de compter dans notre société. Il y a des femmes qui veulent trouver un emploi, qui sont en recherche, elles essayent d'en trouver un, mais en fait, dans la manière de compter dans notre société, et de la part des institutions qui font les décomptes, ils disent non, elles sont femmes au foyer. C'est-à-dire qu'il y a cette notion, elle a été créée de manière institutionnelle que pour les femmes. C'est vraiment une case que pour les femmes. On ne dira jamais à un homme qui est en recherche d'emploi qu'il est homme au foyer. Non, forcément, c'est les femmes qui sont femmes au foyer. Et donc en fait, on voit bien que même quand elles sont à la recherche d'emploi, qu'elles ne trouvent pas d'emploi parce que ce sont des femmes et qu'elles n'ont pas accès à certains métiers, on les met dans la case femme au foyer. Encore autre chose, quand un couple a un enfant, les femmes peuvent prendre 3 mois par exemple de congé maternité, mais les hommes ils n'ont que 11 jours de congé paternité. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait qu'en fait les hommes ils s'occupent moins de leur enfant, et donc c'est les femmes qui ont toute la charge de s'occuper de l'enfant. Et on voit dans toutes les enquêtes qui sont faites que l'arrivée du premier enfant dans les couples hétérosexuels engendre une augmentation de l'inégalité du travail domestique. C'est-à-dire que l'arrivée du premier enfant, tout de suite, c'est les femmes qui vont beaucoup plus s'en occuper. Et elles vont commencer à s'occuper de toutes les autres travails domestiques. Donc vous voyez à quel point c'est important, c'était important dans les années 70, c'est encore important aujourd'hui de lutter contre ça. Parce que ce ne sont pas liés à des aptitudes naturelles. Les femmes, quand elles sont bébés, elles ne naissent pas avec un balai dans la main, on le sait toutes. Donc en fait, c'est des constructions sociales, et ça sert en fait, ça sert aussi aux hommes, et ça sert au système capitaliste, le fait que les femmes fassent un travail gratuit. Alors maintenant, aux États-Unis dans les années 70. Et on va se concentrer sur les afroféministes. Ce sont des féministes, et je vous invite à vous donner des trucs à lire parce que c'est vraiment très très intéressant ce qu'elles écrivent. Et puis parfois aussi, c'est pas trop, il y a quelques livres qui sont pas très très théoriques et qui permettent de quand même les lire en comprenant plein de choses sans avoir à y passer des heures sur chaque page. D'accord ? En fait, ce qu'expliquent les afroféministes dans les années 70, elles disent en fait, il y a des mouvements féministes très importants dans les années 60-70. Vous pouvez arrêter de parler s'il vous plaît ? Merci. Dans les années 70, il y a des mouvements féministes importants aux États-Unis, mais ce qu'elles expliquent, c'est dans ces mouvements féministes, le sujet politique qui est mis en avant. Quand on dit sujet politique, c'est-à-dire qu'on dit voilà, on va dire, il y a une inégalité du travail domestique, on subit des violences, et bien ce sujet politique, c'est un sujet de femmes blanches en fait. Et la plupart du temps, ce sont des femmes blanches qui militent entre elles dans les mouvements féministes et qui excluent, alors pas forcément de manière hyper
claire et de manière hyper volontariste, mais elles excluent les femmes noires de ces milieux féministes-là. Un exemple, il y a eu des luttes aux États-Unis à la fin du 19e siècle, au début du 20e, pour le droit de vote des femmes. Et dans le sud des États-Unis, qui était extrêmement raciste, il y a des femmes féministes blanches qui ont accepté de s'allier avec les hommes racistes pour pouvoir avoir le droit de vote, en disant « bon bah c'est pas grave, tant pis les femmes noires elles les auront plus tard ». Donc en fait, il y a des femmes noires qui se sont dit « mais en fait on peut pas militer dans ces endroits-là ». Parce qu'en fait, il n'y a aucune prise en compte du racisme que l'on vit, et en fait, notre vie à nous, elle n'a rien à voir avec ce que vivent ces femmes blanches. Et de l'autre côté, vous savez que dans les années 60, aux États-Unis, depuis les années 50 jusqu'aux années 70, il y a des luttes antiracistes extrêmement fortes, qu'on appelle les Civil Rights Movement, et en fait, ce que disaient les femmes noires qui militaient dans ces mouvements-là, antiracistes, elles disaient, mais en fait, on subit énormément de sexisme dans les milieux antiracistes, parce qu'il y a une revendication des hommes noirs dans les années 60-70, de dire on subit du racisme de la part des hommes blancs qui nous disent on n'est pas des hommes comme eux. Donc en fait, nous, une manière de redevenir des hommes, c'est montrer qu'on peut dominer les femmes. Et donc ce qu'ont dit ces afroféministes, ils ont dit en fait c'est pas possible, on ne peut pas militer contre le racisme tout en vivant du sexisme, mais en acceptant de faire tout le travail domestique pour nos camarades de lutte antiraciste, pour faire des enfants et s'occuper de tout et accepter des situations dans lesquelles on est dévalorisé. Donc en fait, elles ont créé ce qu'on appelle l'afroféminisme et elles ont constitué des espaces de non-mixité de femmes noires pour dire, voilà, nous en fait ce qu'on vit, c'est spécifique. Il n'y a pas ce que vivent les femmes, ce que vivent les personnes qui subissent du racisme, et donc ça fait une addition et on peut le comprendre. Nous ce qu'on vit, c'est spécifique, on vit des discriminations et des dominations spécifiques. Et donc, dans les années 70, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mot intersectionnalité, du concept intersectionnalité, qui a été inventé par Kimberlé Crenshaw, qui est une militante afroféministe, avocate, et qui en fait a dit, mais en fait, même dans le droit aux États-Unis, le sujet juridique, par exemple, vous parlez du sujet politique, le sujet juridique de ce qu'est une femme noire et de ce que vivent les femmes noires n'existe pas. Quand une femme noire, par exemple, se fait agresser ou vit des violences, si elle va à la police et dit j'ai vécu des violences, on va lui dire mais en fait c'est en tant que femme ou en tant que personne qui subit du racisme. Et donc en fait il y a plein de femmes dont les violences qu'elles ont vécues n'ont pas été jugées, etc. Parce qu'en fait cette catégorie-là juridique n'existait pas. Donc en fait elle a inventé le terme d'intersectionnalité qui est un petit peu compliqué, donc si vous ne comprenez pas exactement on va en rediscuter après, mais c'est pour essayer de dire en fait c'est pas une addition de domination, mais c'est plutôt des situations spécifiques que chaque individu vit en fonction de tous les rapports de domination qu'il subit. Et par exemple, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple une femme noire aux États-Unis pauvre, elle ne vit pas la même chose qu'une femme blanche riche aux États-Unis, parce que par exemple c'est elle qui va s'occuper des enfants de cette femme blanche riche, c'est elle qui va avoir des métiers extrêmement durs, qui va vivre une précarité spécifique. Ok. Et aussi, ce qui explique les afroféministes aux États-Unis, c'est que même par rapport aux violences, on parlait tout à l'heure des violences, c'est pas du tout la même chose parce que si elles voulaient porter plainte dans les années 70 en disant j'ai vécu des violences sexuelles et sexistes de la part d'un homme que je connais ou de mon mari, et ben en fait elles vont arriver au commissariat et elles vont subir un racisme énorme. Et donc en fait elles n'ont pas la possibilité comme les femmes blanches de dénoncer des violences qu'elles vivent, et en plus elles vont dire si je dénonce, j'ai pas mon mari qui vit aussi du racisme, ça va aller dans le même sens que toute cette société raciste qui dit que c'est toujours les hommes noirs qui sont violents. Alors comme on va le voir après, la violence des hommes elle est transclasse et elle est partout, mais c'est un discours raciste que de dire que c'est toujours les mêmes hommes qui sont sexistes. Donc en fait elles se retrouvaient dans des situations compliquées. Et c'est pour ça qu'elles ont créé des espaces de non-mixité. On va pouvoir parler de la non-mixité tout à l'heure. Mais juste, je finis juste sur ce point-là. En France aussi, il y a eu des mouvements afroféministes dans les années 70. Et en fait, c'était des collectifs de femmes qui ont écrit des textes contre le racisme et le sexisme qu'elles vivaient. Mais en fait, elles n'ont pas été très médiatisées. Aujourd'hui, on ne les connaît pas beaucoup parce qu'en fait, c'était parfois des femmes pauvres qui n'avaient pas en fait, beaucoup de réseaux et donc qui n'ont pas pu se faire connaître et faire publier leurs journaux. Mais aujourd'hui, il y a des thèses de doctorat aujourd'hui qui remettent justement en avant ces collectifs afroféministes et donc elles sont de plus en plus connues. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y en a qui existent aujourd'hui des collectifs afroféministes en France aussi.
il y a des métiers où les femmes, elles n'ont pas accès. Ouais. Après, quelqu'un, il a répondu pilote d'avion, policier. Ouais. Il y a des métiers. Policier, ouais. C'est vrai que pompier, on prend l'exemple des pompiers, c'est vrai que c'est un métier qui est perçu comme un métier viril, qui est perçu comme un métier où il faut de la force, il faut du courage, et tout ça, c'est des aptitudes qu'on prête socialement aux garçons, depuis tout petit. Et on incite les garçons à se sentir comme ça, alors qu'on apprend aux filles à se sentir un peu plus faibles, à être moins capables. On apprend aux garçons depuis tout petit à se battre. Si t'es un vrai garçon, tu te bats, alors si t'es une fille, non, fais hyper attention, tu es fragile. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses. Déjà, c'est très dur, peut-être pour une femme, d'avoir accès à ces métiers-là quand elles sont embauchées, par exemple, en disant mais non, moi je suis capable de le faire. Mais il y a aussi que dès tout petit, en fait, on nous apprend à nous comporter de telle ou telle façon et à avoir confiance en certaines choses. Et on voit par exemple, si on regarde, je sais pas, que ce soit le football, le rugby, maintenant il y a des filles qui commencent à se mettre à faire du football. Mais genre il y a 10-15 ans, une fille qui faisait du football, tout le monde était là, non mais c'est quoi, c'est un sport de garçon. Ou une fille qui faisait de la boxe, mais non, c'est un sport de garçon. Donc en fait, on voit qu'on a été socialisé depuis tout petit à se comporter d'une certaine façon et à avoir confiance en certaines choses. Donc il y a ces deux mécanismes-là. Il y a qu'est-ce qu'on a intériorisé, et après, comment est-ce qu'on nous empêche d'arriver à certains métiers. Mais ça veut dire, mais en gros, dans tout ce que vous dites, vous généralisez sur avant. Genre maintenant, ça a changé. Mais c'est encore le cas. Regardez, il y a des métiers, si on parle de l'inverse, des métiers ultra féminisés. Les métiers, par exemple, d'infirmière, c'est à 80% des femmes. Il y a quelques hommes, mais même pour eux, c'est pas si simple parce qu'ils sont pas on leur a pas appris depuis tout petit, tu vas aider les unes les autres. Chez les aides-soignantes, c'est en grande majorité des femmes. Quand on regarde dans les métiers du bâtiment, c'est souvent des hommes. Quand on regarde ceux qui couvrent et qui réparent les toits, c'est souvent des hommes. Donc en fait, oui, je suis partie des années 70, mais c'est pour vous dire que c'était des luttes qui avaient lieu, mais qui sont toujours actuelles. Parce que oui, les choses, elles ont évolué. C'est-à-dire que les femmes, elles ont toujours travaillé, hein, contrairement à ce qu'on dit, mais il y a depuis les années 50, les femmes, elles sont arrivées vraiment en grande majorité sur le marché du travail. Mais il y a encore des inégalités d'accès à certains métiers et aussi des inégalités d'accès à certains postes haut placés dans les entreprises. Par exemple, je sais pas, les cadres, etc., dans les grosses boîtes, ça marche vraiment par réseau. C'est-à-dire que c'est beaucoup des hommes qui sont au conseil d'administration et c'est eux qui vont décider qui va venir. Donc en fait, eux, ils boivent des coups ensemble, ils ont un truc entre hommes. Et ils vont dire ah non, on va pas la prendre elle va pas être capable, de toute façon elle va vouloir faire un enfant. Et il y a aussi d'autres choses qui marquent, par exemple chez les ingénieurs, quand il y a des enquêtes qui ont été faites dans les entreprises, qui montrent que pour être un bon ingénieur, il faut pouvoir bouger, avoir beaucoup de mobilité géographique, par exemple. Et donc les femmes, quand elles ont des enfants, je sais pas, vers 30 ans, c'est beaucoup moins facile pour elles de bouger, surtout quand elles sont en couple avec un homme, qui lui va pouvoir bouger, faire sa vie, ça va être moins possible pour elle. Donc en fait, tout est organisé dans la boîte pour que ce soit plus possible en fait pour les femmes d'être acceptées dans des postes haut placés, parce que ce qui est valorisé, c'est de pouvoir bouger géographiquement, de pouvoir rester jusqu'à 22h au travail, de pouvoir se donner complètement, d'être dans une sociabilité. Sociabilité, ça veut dire des groupes sociaux où en fait on discute entre nous, entre hommes. En fait, elles sont exclues de tout ça. Donc en fait, il y a des enquêtes qui montrent qu'encore aujourd'hui, le travail domestique, il est fait à plus de 70, presque 75% par les femmes. Mais ouais, bien sûr, mais c'est ce qu'on disait en fait, c'est-à-dire qu'il y a des normes sociales et après il y a des gens qui y résistent. Il y a des gens qui les retravaillent différemment, évidemment. Mais encore aujourd'hui, dans toutes les enquêtes qui sont faites, on voit que c'est encore les femmes qui font la majeure partie du travail domestique. Et la majeure partie de l'élevage d'enfants, en fait, s'occuper des enfants quand ils sont tout petits, c'est en grande partie les femmes qui font ça. Non, mais dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des exemples de... fait le ménage. Samy fait le ménage. Ouais, il y a une question là-bas. Ouais, allez-y. Non, mais ça, je suis absolument d'accord, mais il ne faut pas aussi oublier que, par exemple, par rapport aux pompiers, il y a une évidence biologique et qui a été déjà prouvée que les hommes ont des capacités musculaires plus importantes que les femmes. Ça n'empêche pas qu'une femme peut être plus forte qu'un homme, c'est pas ça. Je dis juste que c'est des choses Alors, il y a plusieurs choses. Ok, aujourd'hui, si on regarde, les hommes ont souvent, vous dites qu'il y a des femmes qui peuvent être plus fortes que les hommes, déjà c'est important, qui ont souvent plus de musculature. Ok, ça veut dire que déjà, dès qu'on est tout petit, on apprend aux garçons à faire plus de sport, à se sentir plus fort. Donc déjà, ça développe autrement les muscles. Il y a des enquêtes qui ont été faites aussi pour montrer que depuis très longtemps, on dit aux garçons il faut manger de la viande, il faut faire du sport. Donc en fait,
Depuis super longtemps, c'est les hommes qui développent, et après ça se développe d'un point de vue biologique, de génération en génération, qui développent plus leurs muscles. Et même si on regarde depuis des milliers d'années, on peut aussi penser que ça se construit socialement. Les corps se construisent socialement. C'est-à-dire que si les femmes se mettaient à faire beaucoup plus de sport et à être beaucoup plus musclées, ça se trouve dans plusieurs générations, il y aura plus grande différence. Il y a une construction biologique. Et quand vous dites, de toute façon, c'est sûr, c'est biologique, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est aussi la médecine. C'est aussi la médecine et la biologie qui pensent que les choses sont naturelles. Alors qu'en fait, je voulais vous en parler un peu après, mais on peut aussi en parler maintenant, qu'en fait, ok, on dit qu'il y a une construction sociale du genre, c'est-à-dire que nos comportements, nos relations... Vous pouvez arrêter de parler, s'il vous plaît. Et nos comportements sont construits socialement. Mais on peut aussi analyser la manière dont le sexe lui-même est construit socialement, et qu'il est inventé par le genre. Si on prend l'exemple, par exemple, de la construction de la médecine, et comment est-ce que la biologie et la médecine a construit les corps et a pensé les corps. Et si on prend l'exemple, par exemple, des personnes intersexes, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Dans les années 70, il y a des médecins, dont John Monnet, par exemple, aux États-Unis, qui ont vu qu'il y avait des personnes, des enfants qui naissaient intersexes. Ça veut dire qu'entre les chromosomes et les gonades et les hormones, c'était pas si clair que ça si c'était un garçon ou une fille. Et là, ils se sont dit, oh là 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 là. Ce qu'il faut absolument, c'est reconstruire ces catégories-là. On a des enfants qui naissent, c'est pas si clair que ça. On voit que c'est une grosse crise quand même, biologique. De se dire, mince, en fait, c'est pas naturel. Parce qu'il y a des enfants qui naissent où c'est pas vraiment ni garçon ni fille très clair. Et donc, ce qu'ils ont commencé à mettre en place, et ce qui est encore actif aujourd'hui en France, ils ont dit, on va les réassigner à un genre. Puisqu'on vit dans une société où il y a des normes de genre, il faut que ces enfants rentrent dans des catégories. C'est-à-dire qu'on voit que naturellement, il n'y avait pas de différence, mais c'est la médecine qui a construit ces différences. Et comment est-ce qu'elle les construit? Ils regardent le bébé et ils analysent, bon alors leurs chromosomes ils sont comment? Leurs hormones ils sont comment? La taille, par exemple du clitoris il est comment? Ah, la taille du clitoris est un peu grand, on va pouvoir en faire un garçon. Tout ça pensé dans des rapports sexuels, hétérosexuels et pénétratifs. Ah ben on va en faire un garçon forcément. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils mutilent, ils font des ablations d'ovaires, ils font prendre des hormones aux enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et donc la médecine s'est mise à vraiment mutiler et construire des corps pour qu'ils rentrent dans les normes. Donc vous voyez à quel point, dire que naturellement la différence elle n'est pas si claire. Mais la société dit, ah si, il faut qu'il y ait deux genres, il faut qu'il y ait hommes et femmes, donc on va mutiler des enfants pour qu'ils rentrent comme ça. Et il y a presque 1% d'enfants qui naissent intersexes. Alors parfois on ne le sait pas forcément, mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'en fait, c'est pas si clair en fait. Il y a plein de gens, peut-être vraiment partout, qui sont pas vraiment hommes, pas vraiment garçons, parce que les hormones, il y a peut-être des femmes qui ont plus de testostérone, il y a des garçons qui ont moins de testostérone, les chromosomes sont pas si clairs. En fait, c'est juste qu'en fait, on nous a rentrés dans des catégories depuis tout petit et toute petite, pour que ça rentre bien. Et la médecine, qui est construite, la médecine elle est complètement construite socialement, et c'est aussi une médecine occidentale qui après, avec la colonisation, a bien colonisé partout, ça en fait. C'est des modèles sociaux de se dire, voilà, il faut deux catégories. Et on peut regarder aussi les choses autrement, dire que si on regarde, oui, les gonades et les parties génitales, il y a des différences. Mais c'est juste qu'on vit dans une société qui est focalisée sur ces différences-là. On voulait être sur d'autres différences, on dirait la grosse différence dans notre société qui marque tout, et c'est en fonction de ça qu'il faut que ça fonctionne, ça peut être la taille des oreilles. Imaginez que c'était ça. Ce serait complètement différent. On verrait plus les deux grosses différences, c'est garçon-fille, c'est taille d'oreille. Mais donc il faut vraiment faire attention comment est-ce que notre société elle passe son temps à naturaliser et à justifier justement en disant c'est naturel, des choses qui sont construites socialement. Est-ce que, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un peu aujourd'hui, le féminisme devient un peu mainstream, ça veut dire c'est un peu à la mode de dire on est féministe, non. Mais ça veut pas dire, mais ça peut être une récupération médiatique, et une récupération, je sais pas, par les marques, par la mode, d'un certain type de féminisme, mais qui est instrumentalisé d'une certaine façon. Ça veut pas dire qu'en fait, en lame de fond, il n'y a pas des normes super importantes qui continuent à écraser les gens. Et pour continuer par rapport à ce que disait Leïla, c'est que c'est vrai que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on voit que c'est systématiquement de la même façon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des manières dont les gens résistent et que les choses sont différentes. Mais en grande majorité, c'est comme ça. Et même par rapport, je pense, au travail domestique et au travail que font les mères dans les cellules familiales, je pense que quand même, vous-même, vous pouvez aussi voir que c'est un peu vrai quand même. C'est souvent les mères qui font... Je pense qu'on peut voir, même si dans sa propre vie, on peut voir des choses différentes, on voit un peu que les choses... On entend parler de choses qui se passent un peu comme ça. Ouais. C'est pas ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'était que on est d'accord, il y a des normes, ça, on le voit au quotidien.
quotidien et on le voit à l'échelle mondiale, il y a des normes qui existent et qui existeront malheureusement encore un peu. Même si on veut les réinventer, elles existeront. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on est dans un monde où on cherche tout le temps le renouveau, où on cherche tout le temps à contrer les choses, et donc ça devient effectivement un peu une mode, mais même si c'est une mode qui est bien, je veux dire, le féminisme, je suis bien et tout, ne vous inquiétez pas, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que c'est devenu une norme, qu'on veut toujours réinventer. Mais alors, ça dépend où est-ce qu'on regarde. Si on regarde, oui, les mouvements féministes qui ont un peu pris de l'ampleur avec MeToo, par exemple, dernièrement, on va en parler tout à l'heure, oui, mais il y a des gros mouvements réactionnaires. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, les gens qui ont le pouvoir dans notre société, que ce soit le pouvoir économique ou le pouvoir politique, ils n'ont pas du tout envie que les choses changent. Que ce soit d'un point de vue capitaliste, des néolibérales ou féministes, ils n'ont pas du tout intérêt à ce que les choses changent. Et par exemple, quand on voit qu'il y a des féministes qui mettent sur les murs des trucs contre les féminicides, je ne sais pas si vous en avez vu, mais il y a des gens qui les enlèvent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réactionnaires, il y a beaucoup de gens qui sont conservateurs, qui ne veulent pas que les choses changent, il y a des réactionnaires qui veulent que les choses soient encore pires. Donc ça veut dire qu'il y a certains milieux où il y a un discours là-dessus. Mais il n'est pas du tout majoritaire. Mais vraiment pas. Et on voit par exemple la manif pour tous, qui était quand même un truc énorme. Dire qu'il y a vraiment des conservateurs qui sont contre le fait qu'il y ait autre chose que l'hétérosexualité dans notre société. Mais donc en fait, il y a... Oui, on peut dire qu'il y a une petite mode, les gens... Mais je trouve que c'est génial. Moi quand j'étais jeune, il y a plein de choses auxquelles j'avais pas accès, qu'aujourd'hui vous pouvez avoir accès. Mais c'est super. Mais il y a, en tout cas, en termes de sexisme, de racisme et de rapports de classe inégaux, c'est hyper important dans notre société et ça change pas beaucoup malheureusement. Il y a beaucoup de réactions. On parlait des ménagères, des gens qui travaillent à la maison. Ouais. Mais en fait, ça ne concerne pas nous, c'est les générations d'avant qui sont encore là et qui gardent leurs normes qu'ils ont eues il y a longtemps. Mais aujourd'hui, les normes ont peut-être évolué sans qu'on le sache parce qu'en fait, c'est pas encore... Bien sûr, mais le problème c'est que quand les femmes commencent à rentrer sur le marché du travail, ou elles veulent faire des études et elles rentrent sur le marché du travail, si, par exemple, elles ont un enfant, qui va arrêter de travailler? Si, par exemple... L'homme. La femme. Ça dépend des cas. Ben, malheureusement, ça ne dépend pas des cas. Malheureusement, encore aujourd'hui, c'est souvent les femmes... Pouvez vous taire s'il vous plaît? C'est souvent les femmes qui doivent arrêter leur carrière pour pouvoir s'occuper des enfants. Et après, pour raccrocher une carrière, c'est hyper compliqué parce que déjà, elles ont moins le sentiment de se sentir avoir de la valeur sur le marché du travail. Parce que dans leur travail, on va leur dire, mais il y a un trou de 5 ans dans ton métier, qu'est-ce que tu as fait pendant 5 ans? Non, on ne veut plus de toi. Et en fait aussi, le problème c'est que quand elles se mettent à autant faire de choses à la maison, à s'occuper des enfants, faire le ménage, faire la cuisine, ça prend énormément de temps et donc c'est hyper compliqué pour chercher un travail. Donc en tout cas, pour la génération des 20-30 ans, c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui malheureusement. Et aussi, surtout, ce qui existe, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est la question de la double journée. C'est-à-dire que les femmes travaillent en grande majorité, mais elles rentrent à la maison, et c'est elles qui font tout le travail domestique. Et donc, il y a des... Mais c'est merveilleux si les choses changent et s'il y a une répartition égale du travail domestique. Mais malheureusement, l'arrivée du premier enfant casse un peu ça. Et notamment parce qu'il n'y a que 11 jours de congé paternité. C'est un problème. Aujourd'hui, qui utilisent le concept d'hétéronormativité. Ça veut dire qu'il y a des normes. On vit dans un système social aujourd'hui qui rend obligatoire presque l'hétérosexualité. On voit depuis tout petit, on voit à la télé, en grande majorité, des couples hétérosexuels. Sur le corps. On discute après si ça vous va. Donc à la télé, dans les médias, dans les pubs, c'est vraiment l'hétérosexualité qui est mise en avant et qui est montrée comme une norme et comme presque une obligation dans notre société. C'est pour ça qu'on parle d'hétéronormativité, norme de l'hétérosexualité. Et ce système, il est basé sur une hiérarchie entre les hommes et les femmes. On va voir comment. Parce qu'on se dit souvent, c'est parce qu'il y a les hommes et les femmes qui sont virils et féminines que donc c'est normal, il y a l'hétérosexualité. Non, là ce qui est intéressant de penser, c'est que c'est un système hétérosexuel, de normes hétérosexuelles. Pour que la société fonctionne comme ça, il faut qu'il y ait des codes de genre. Et donc en fait, on va voir comment est-ce que l'hétérosexualité et les normes hétérosexuelles construisent les corps, construisent les comportements, construisent socialement les rapports de séduction. Ok? Voilà. Donc, comme vous le montrez bien depuis tout à l'heure, et je pense que c'est hyper intéressant, vos questions de dire mais les choses elles changent. Évidemment, aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, il y a une homogénéisation des comportements sexuels entre les hommes et les femmes. Ça veut dire que de plus en plus, par exemple, le rapport à la sexualité des hommes et le rapport à la sexualité des femmes s'homogénéise, c'est-à-dire devient de plus en plus pareil.
Par exemple, l'âge du premier rapport sexuel, et voilà, il y a des variables, mais plus ou moins le même pour les hommes et les femmes. Il y a une hausse pour les femmes de la durée de la phase de la vie sexuelle avant de se marier. Donc voilà, il y a une homogénéisation. Il y a des choses qui tendent à aller mieux et à aller de manière de plus en plus égale. Tout à fait, vous avez raison. Mais malgré ça, il y a des inégalités qui perdurent. Et on va s'intéresser un peu à ça. C'est-à-dire qu'il y a une socialisation genrée à l'amour et à la sexualité. Quand je dis qu'il y a une socialisation genrée à l'amour et à la sexualité, on parlait depuis tout à l'heure, l'apprentissage qu'on a depuis tout petit, ce qu'on intériorise, c'est différent quand on est un homme et une femme pour savoir comment est-ce qu'on doit se comporter dans des rapports amoureux et dans la sexualité. Et en fait, c'est pas juste des choses différentes, on dit ah mais les hommes et les femmes c'est différent. C'est pas une question de différence, c'est une question de hiérarchie et d'inégalité. Par exemple, je vous donne juste un exemple, il y a une enquête qui a été faite, et ce que ça montre, c'est que pour les 18-24 ans, les rapports non souhaités, les rapports sexuels non souhaités pour faire plaisir aux partenaires, on voit en pourcentage que c'est 4,5% des femmes qui déclarent avoir eu des rapports non souhaités pour faire plaisir à leur partenaire, alors que c'est que 1,5% des hommes. Pour les 40 à 49 ans, 11,2% des femmes disent avoir eu des rapports... Ça va trop vite? Ok, pardon, dites-le moi, vous faites bien de me dire, pardon. Donc l'enquête montre que chez les 40-49 ans, il y a 11,2% de femmes, 11,2% de femmes qui disent avoir eu des rapports sexuels non souhaités pour faire plaisir à leur partenaire, donc 11,2%, alors qu'il n'y a que 1,5% des hommes qui disent avoir eu des rapports sexuels non souhaités pour faire plaisir à leur partenaire. Donc on voit qu'il y a des inégalités de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se disent « Ah ben pour faire plaisir aux petits copains, ben, je vais faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. » Et donc on voit, alors que les garçons, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité. Et ça, c'est intéressant aussi juste de faire un petit lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. On apprend aux filles à être dans le care, à être dans le soin. Toujours de prendre soin des autres, prendre soin des garçons, prendre soin des filles. Donc en fait, les filles, même dans la sexualité, sont censées être plus attentives aux autres qu'à elles-mêmes. Donc c'est des normes, hein. C'est des choses, on éduque les filles à être comme ça. Et c'est vraiment quelque chose de construit. Donc comme je disais tout à l'heure, l'hétérosexualité construit les comportements, les corps et même le genre. On nous apprend à nous comporter de telle ou telle façon pour pouvoir rentrer sur le marché hétérosexuel. Donc en fait, les garçons, il faut qu'ils soient virils, et les filles, il faut qu'elles soient féminines. Par exemple, je ne sais pas si ça vous évoque des choses, on pourra en discuter. Depuis tout petit, alors, on apprend aux garçons, par exemple, que c'est aux garçons de faire le premier pas, et aux filles d'attendre que les garçons viennent les voir. Alors, ça change, ça évolue. Mais il y a encore, en tout cas, il y a encore des choses qui fonctionnent un peu comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait quand on dit c'est aux garçons de faire le premier pas? Ça veut dire que c'est lui qui choisit. Donc, on apprend aux filles à attendre justement que les garçons fassent le premier pas, donc elles sont moins dans le choix du partenaire. On apprend aussi que c'est les garçons qui doivent gagner de l'argent, qui doivent offrir des cadeaux, et qui doivent offrir le resto, le machin, le truc. Et tout ça, c'est pas du tout des trucs nouveaux, hein. C'est des trucs qui sont théorisés dans des manuels de séduction depuis le XIVe siècle, où on dit, oui, pour séduire à la cour de je sais pas qui, c'est l'homme qui doit inviter machin. Donc c'est des choses qui évoluent, qui sont super codifiées. C'est-à-dire que tous nos comportements dans les rapports hétérosexuels sont hyper codifiés. Dans la séduction et, et après dans les rapports amoureux sont très codifiés. Et ça ne veut pas dire qu'on peut pas, on va le voir après, trouver d'autres manières de faire qui nous conviennent plus à toutes et à tous. Hein. Ce sont des normes, ok? Ce qu'on apprend aux filles depuis toutes petites, c'est faire un travail sur leur corps pour être désirable. Donc en fait, on apprend plus aux filles à se sentir désirables, à se dire est-ce que je suis assez bien pour être validée par les hommes, plutôt que se poser la question de leur propre désir, et depuis toute petite. Et donc tout ça fait en sorte qu'on apprend aux filles à faire tout un travail du corps, et c'est-à-dire à se faire belle, à se maquiller, à s'épiler, à s'habiller de telle ou telle façon. Mais ce sont des normes qui sont remises en question. Mais ça, je pense que c'est intéressant, cette question de la validation. On apprend aux jeunes filles à se dire il faut que je sois assez belle pour être validée par le regard des hommes. Et nous, ce qui est intéressant qu'on peut analyser aujourd'hui ensemble, c'est comment est-ce que ces normes-là se transmettent. Comment ça se fait que, par exemple, aujourd'hui, 90% des filles, on va dire, en région parisienne, s'épilent. Alors que les garçons, beaucoup, beaucoup moins. Pourquoi est-ce que c'est un truc qui est complètement... C'est une norme sociale depuis toute petite. C'est pas naturel, on est d'accord. Les filles, elles ne naissent pas non plus avec une cire d'épilation dans la main dès la naissance. Donc c'est encore quelque chose qui se construit socialement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se construit depuis très tôt. On peut voir que par exemple, ouais, on posera les questions après. Ok, vous la gardez dans votre tête. Vous la gardez dans votre tête, ça vous va. Par exemple, la famille apprend aux filles à... Pouvez vous taire s'il vous plaît? Franchement, c'est pas possible.
apprend à la famille, notamment les mères, apprennent à leurs filles à s'épiler en disant tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça. Donc on voit qu'il y a déjà une transmission maternelle, on parle de socialisation primaire, pour apprendre à s'épiler par exemple. Ensuite, on voit que au collège et au lycée, il y a des injonctions à la norme. Il y a des moqueries, des insultes, de la part des garçons vers les filles, mais aussi entre filles. Et donc on voit que toutes ces injonctions-là, les moqueries, etc., font qu'en fait, les gens se mettent à agir d'une certaine façon. Donc on voit qu'il y a toutes les normes auxquelles qu'on respecte, en fait, c'est lié vraiment à une intériorisation qui est liée à des injonctions. Mais ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que les filles, elles se réapproprient ça. Il y en a qui s'échangent des techniques pour pouvoir bien s'épiler. C'est aussi une compétence en fait de savoir bien le faire. Je sais pas, il y a plein de techniques, le fil, la cire chaude, etc. Et en fait, ça crée des espaces en fait entre les femmes et qu'elles peuvent retravailler. Et même, il peut y avoir des rapports de pouvoir qui se créent entre les filles, celle qui sait mieux que les autres, celle qui transmet aux autres. Et donc en fait, évidemment, il y a des normes qui pèsent sur nous, mais les filles, les femmes, elles en font quelque chose qu'elles peuvent après valoriser. Mais n'empêche que, si on prend l'exemple de l'épilation, on peut voir que même dans la sexualité, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur les filles et qui est hyper angoissant et qui a une charge mentale hyper forte. Est-ce que je suis assez épilée? Est-ce que je vais être comme il faut? Et donc ça les amène à se positionner dans une question de désirabilité. Est-ce que je suis assez bien? Et ça rentre dans ce que je racontais tout à l'heure, où elle se pose plus la question de ce à quoi je ressemble, plutôt que qu'est-ce que je désire et qu'est-ce que je désire faire. Et donc c'est intéressant de pouvoir à chaque fois analyser ça. Par exemple, il y a une auteure, une sociologue féministe, qui s'appelle Isabelle Claire, et qui travaille sur le rapport des jeunes à l'amour et aux relations intimes, et qui explique que dans les lycées, et dans les lieux où elle a fait ses enquêtes, il y a une étiquette collective qui pèse sur les filles, qui est l'étiquette de pute. À chaque fois on se dit, bah, ces filles-là c'est des putes, celles-là c'est des putes, et en fait, ça fait référence à des choses pour vous. Et donc en fait, c'est une étiquette qui est collée sur les femmes. Chut, taisez-vous s'il vous plaît, on en discute après. Quoi qu'elle fasse en fait. C'est-à-dire que dès le départ, une fille, c'est forcément, il y a la présomption que c'est forcément c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait le bon comportement sexuel. Qu'elle soit assez pure, bien comme il faut, qu'elle n'ait pas trop de mecs, qu'elle n'ait pas trop de rapports sexuels, mais en même temps, si elle n'en a pas du tout, c'est mal vu, c'est une prude. Donc il y a cette étiquette collective qui pèse sur les filles et qui est une charge hyper forte et qui est hyper anxiogène pour les femmes. Et ça permet par exemple, ce qu'elle montre, de réguler la sexualité des filles en fait. C'est-à-dire qu'avec cette étiquette-là qui pèse sur les filles, si tu fais ci, si tu fais pas ça, donc en fait ça les amène à faire hyper attention à leur sexualité et être jamais comme il faut. De toute façon, quoi qu'elles fassent, elles ont toujours le risque d'avoir cette étiquette-là qui leur tombe dessus. Alors que les garçons, ils ont plutôt l'étiquette de PD. Ah bah si, il est pas assez viril, lui c'est un PD, etc. Qui est aussi une insulte homophobe, mais qu'en fait là, qui marche sur les questions de genre. Vous pouvez m'écouter s'il vous plaît? Et qui fonctionne pas sur les questions de est-ce qu'il est homosexuel ou pas, là n'est pas la question. C'est s'il n'est pas assez viril. Mais donc on voit qu'il y a même s'il y a des pressions qui pèsent sur les garçons et sur les filles, on voit que ces étiquettes-là, elles sont pas de la même façon parce qu'en fait c'est une étiquette collective pour les filles. A priori, c'est toutes des putes quoi qu'elles fassent, sauf si elles font vraiment super attention. Alors que les garçons, vraiment s'ils sont pas des bons virils, ils peuvent être individuellement étiquetés comme PD, ce qui en fait est aussi une énorme souffrance et une exclusion sociale, mais qui n'est pas une étiquette collective. Donc on voit que sur les femmes, c'est sur elles, par le contrôle du corps des femmes, le contrôle de leur sexualité, qu'on contrôle énormément les femmes dès la jeunesse. Je voulais finir juste sur quelque chose d'autre par rapport, puisqu'on parle de sexualité, par rapport à la contraception et à l'avortement. On sait que c'est légal depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, l'avortement et la contraception, mais la question que se posent les féministes aujourd'hui, c'est à quel point est-ce que depuis, 40 ans, ça a changé les rapports de pouvoir, les inégalités dans la sexualité. Est-ce que ça a vraiment tout changé, que les femmes puissent contrôler en fait le fait de tomber enceinte ou pas? Et elles disent que non. En fait, c'est toujours les femmes qui ont la charge de la contraception. Sur les femmes qui doivent prendre la pilule, qui doivent faire super attention, qui doivent prendre la pilule du lendemain, qui doivent à la fois financièrement, mais aussi dans le contrôle de tout ça, faire super attention, et que les hommes continuent à se... Non, mais de toute façon, c'est ton problème à toi. Et donc c'est vraiment une charge qui pèse sur les femmes, qui est extrêmement lourde. Donc la question n'est pas de dire... il faut arrêter la pilule, par exemple, mais c'est qu'il faut peut-être repenser comment est-ce que ça fonctionne en termes de répartition de la charge dans les couples. Par exemple, aujourd'hui, les filles des très très jeunes, quand elles vont voir le médecin, on leur dit qu'il faut prendre la pilule tout de suite, de manière complètement généralisée. Quelque part, c'est bien, parce que ça les protège en fait, et justement par rapport à ces carrières, de pouvoir
décider ce qu'elles veulent faire de leur vie, c'est avoir un enfant ou pas. Mais vous savez qu'il y a une pilule masculine qui existe depuis super longtemps, depuis une bonne dizaine d'années. Dans le milieu médical, ils savent la produire, en fait, la pilule masculine. Donc, une pilule qui empêche d'avoir des enfants. Mais en fait, elle n'est pas mise sur le marché, vous savez pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a trop d'effets secondaires. C'est quoi les effets secondaires? Perte de libido, maux de tête, exactement les mêmes que pour les femmes. C'est-à-dire que, si les femmes, il y a des effets secondaires comme perte de libido et maux de tête, c'est pas grave. Mais par contre, si c'est des garçons, ben non, c'est super embêtant. Donc on voit que la charge reste sur les hommes. Après, on peut réfléchir sur le fait, est-ce que c'est une si bonne idée que ça, que ce soit les hommes qui prennent la contraception, parce que c'est quand même le corps des femmes après qui est enceint, et donc c'est elles qui se tapent tout le processus, etc. Mais en fait, il y a quand même une possibilité peut-être de retravailler cette question-là. En fait, c'est surtout qu'en plus, c'est même pas juste une maux de tête et perdre un libido, il y a des risques d'endométriose, de maladies graves. Enfin, la notice est énorme. Comme ça, tellement il y a des effets secondaires. Donc franchement, si c'est juste des maux de tête et une perte de libido, désolé du terme que je vais utiliser, mais c'est du foutage de gueule. Désolé du terme, mais... Bah ouais. Mais on voit bien que c'est lié à la représentation de la sexualité qui est différente et inégale entre les garçons et les filles. Les garçons sont censés avoir toujours envie de rapports sexuels, tandis que les filles, non, elles préfèrent l'amour. Et donc en fait, c'est vraiment dans cette vision hétérosexuelle en fait qui construit une séduction bien spécifique. Avec les filles, elles ont moins envie de sexualité que les hommes, donc de toute façon c'est pas grave si elles ont une perte de libido. De toute façon, à la limite, leur consentement, est-ce que c'est si important que ça, ce qu'elles veulent et tout ça. Et c'est vraiment comme ça que se construit l'hétérosexualité, avec vraiment une inégalité dans le rapport à la sexualité et dans le rapport à la séduction. Même par rapport au préservatif, je veux dire, combien de personnes ici avec des préservatifs pour leurs copains alors qu'ils auraient très bien pu se dépasser soi-même? Je pense que tout le monde presque. Enfin, c'est un truc, on a l'impression que c'est complètement. Je suis complètement d'accord. C'est elle qui paye la pilule, c'est elle qui se retrouve dans des situations compliquées. Et en plus, aussi autrement, ça veut dire que c'est plus compliqué pour les femmes, puisqu'elles prennent... ça on peut en discuter, hein, mais ce que montrent des enquêtes, c'est que c'est plus compliqué pour les femmes de pouvoir dire non à une pénétration, ou de dire non, je veux pas être capable, parce que de toute façon, il y a la pilule. Donc en fait, c'est... Alors que ça pouvait être un argument pour les femmes quand elles voulaient pas quelque chose, non, non, de toute façon, c'est trop risqué. Donc en fait, maintenant, ça met encore plus une pression sur les femmes d'accepter certains rapports sexuels qu'elles n'ont pas forcément envie d'accepter. C'est pour ça que tout à l'heure, on va parler de consentement, etc., et de violence. Et en fait, ça met encore... Parfois, les... Donc en fait, c'est vraiment des avancées féministes énormes. La possibilité d'avorter et la prise de pilules, de contraceptives, mais ça renverse pas les rapports de genre dans la sexualité. Ça règle pas tout. Pas du tout. Parce que vous dites, c'est que les hommes aussi, en disant qu'il faut faire du sport, il faut avoir un beau corps musclé, il faut aussi être désirable sur le marché hétérosexuel. C'est ça que vous dites aussi. C'est complètement d'accord, mais c'est avec un autre rapport au corps. Un rapport, il faut être fort, il faut être musclé, il faut montrer qu'on a du courage, qu'on désire, qu'on a envie d'avoir des rapports sexuels. Et donc c'est un truc qui est plus, qui peut être pensé peut-être plus actif, alors que les femmes, mais je suis complètement d'accord, c'est des trucs qui sont, là je vous dis des trucs un peu raides parfois pour qu'après on en discute, mais je suis complètement d'accord, et pèse aussi sur les hommes le fait de se comporter de telle ou telle façon pour pouvoir être désirables, ce ne sont pas forcément des comportements qui leur font du bien. Je vous donne la parole et juste fini, et notamment c'est quelque chose, je voulais peut-être en parler, moi je ne sais pas si on aura le temps, mais sur la question de la santé de la masculinité en fait. Les garçons pour être sur le marché de l'hétérosexualité, il faut qu'ils soient bien virils, etc. Et ça les amène à mettre en danger leur santé. Par exemple, le fait de prendre des risques, de conduire super vite, d'avoir des pratiques à risque, de moins aller chez le médecin, parce que ça la fait pas d'aller chez le médecin, moi je suis jamais malade, de pas mettre de protection, solaire, de pas mettre de chapeau, de pas mettre de lunettes de soleil. En fait, tout ça sont des pratiques pour faire le gars viril, qui met en danger leur santé, et que c'est pour ça qu'on dit que les hommes ils vivent moins longtemps que les femmes en fait. C'est parce qu'en fait ils ont des pratiques à risque pour montrer leur virilité. Donc même si ça leur permet d'être dans des positions de pouvoir par rapport aux filles, ça les met en danger d'un point de vue de leur santé. Donc c'est pas du tout bon pour la santé des hommes la virilité, hein. C'est un grand danger vraiment. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, la sexualité, en parlant de l'hétérosexualité, évidemment, l'hétérosexualité, elle est beaucoup remise en question parce que
on apprend tous les jours que non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Enfin, je veux dire, par exemple, la pénétration, c'est hyper. Enfin, je veux dire, on peut faire l'amour sans pénétration et peu de personnes le savent. Il y a plein de plaisirs et plein de désirs qui sont tabous alors qu'ils devraient être totalement complètement. Et j'ai l'impression que par exemple chez les femmes, là je parlais de pratiques homosexuelles, mais les femmes dans les pratiques homosexuelles elles vont plus chercher c'est plus de la curiosité alors que dans la pratique hétérosexuelle on a l'impression qu'il y a un peu de retenue par rapport aux hommes parce qu'on aura toujours appris que la pénétration c'est faire l'amour et ce sera toujours ça alors que non, il y a d'autres choses. D'autres pratiques. D'ailleurs on appelle préliminaires d'autres pratiques sexuelles alors qu'en fait ça montre bien qu'on fait comme si c'était pas la bonne sexualité parce que c'est pas une sexualité reproductive. Alors que on voit comment est-ce que les mots ils sont vraiment liés c'est pour ça que c'est important en fait que vous tous les mots que vous trouvez bizarres ou ce que vous voyez dans la société que vous trouvez bizarre, toujours vous dire mais en fait c'est construit socialement en fait, on peut le changer avec des en s'organisant collectivement, on peut le changer en le pensant individuellement. Mais s'il y a un truc qui vous dérange dans la vie, dites-vous mais en fait j'ai raison que ça me dérange. En fait j'ai raison de trouver ça bizarre. C'est pas moi qui suis bizarre, c'est la société qui est bizarre. Et non mais c'est super important de pouvoir le penser comme ça. Après on peut échanger avec les autres, etc. Mais c'est vrai que quand on est jeune, c'est un peu dur aussi d'en parler parce que je sais pas, depuis l'école primaire au collège, les gens me disent mais non c'est quoi, t'es trop bizarre ce que tu penses et tout. Bah non, en fait si je me sens mal par rapport à quelque chose, c'est que j'ai raison de me sentir mal. Que ce soit dans la sexualité, dans les rapports de genre et dans plein d'autres trucs. Ok? Bah c'est un super passage parce que puisqu'on vit dans une société extrêmement hétéronormative, en fait l'homosexualité entre deux hommes c'est vu comme un danger pour la masculinité. Donc vraiment c'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup d'homophobie dans notre société, même si c'est plus un crime aujourd'hui et pas pénalement jugé d'être homosexuel, il y a encore beaucoup de violences homophobes. On peut essayer de voir s'il y a la même stigmatisation entre les gays, entre deux hommes et entre les lesbiennes, et en fait elle est assez différente. C'est-à-dire que la plupart du temps, les lesbiennes, elles sont complètement invisibilisées. On fait comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que la représentation, je sais pas, à la télé de relations amoureuses entre deux femmes, c'est complètement invisibilisé. Il y a encore 10 ans, je sais pas, dans les lycées par exemple, c'était le truc qui n'existait pas. Donc pour une jeune femme qui est attirée par des filles, elle se dit mais genre ça n'existe pas, je suis seule, qu'est-ce qui se passe? Donc on fait comme si, la société fait comme si la sexualité entre deux femmes, c'était pas vraiment une sexualité puisqu'il n'y a pas de pénétration entre un homme et une femme. Mais par exemple, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des luttes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans, depuis qui sont très très fortes, et notamment aux États-Unis et en France. Mais il y a certaines sociologues féministes qui expliquent qu'il faut faire aussi attention, on parlait tout à l'heure d'intersectionnalité, il y a un peu une injonction dans certains milieux LGBT à faire son coming out. Il faut faire son coming out, il faut le dire à sa famille, il faut le dire à tout le monde, il faut dire qu'on est gay absolument. Et en fait ça met les gens dans des situations qui peuvent être un peu difficiles parce que tout le monde n'a pas la possibilité en fait de faire son coming out. Et par exemple il y a une sociologue qui s'appelle Salima Amari qui montre que pour des lesbiennes d'origine maghrébine, cette injonction au coming out elle n'est pas possible à tenir. Parce qu'en fait elles doivent concilier leur homosexualité avec une loyauté filiale et une loyauté vis-à-vis de leur famille. Non pas que leur famille soit plus homophobe que des familles blanches d'origine française, pas du tout. L'homophobie, c'est comme les violences, c'est transclasse, trans-origine, c'est partout. Hein. C'est pas ça la question. Mais par contre, elles, comme elles vivent du racisme dans la société, c'est très important pour elles de garder un attachement à leur famille. En fait. Et donc en fait elles peuvent pas leur dire qu'elles sont homosexuelles parce que sinon ça couperait les relations avec leur famille. Donc en fait elles sont obligées de concilier les deux, de faire comme si elles étaient célibataires. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait ça les met dans une situation puisque la famille pense qu'elles sont célibataires, elles sont censées s'occuper de toutes les femmes de la famille, d'aider tout le monde, etc. Parce qu'en fait elles sont pas encore mariées. Donc en fait elle montre comment en fait être lesbienne dans notre société aujourd'hui, ça dépend en fait de la situation sociale dans laquelle on est, de à qui on peut le dire, comment est-ce qu'on peut faire si on n'est pas dans des collectifs militants, si on est toute seule et que c'est pas si simple de faire son coming out encore aujourd'hui. Si vous vous intéressez par exemple aux luttes LGBT et au vécu des personnes LGBT aux États-Unis, je peux vous inviter à lire un livre qui s'appelle Stone Butch Blues de Leslie Feinberg, qui est un très beau livre dans lequel on voit une femme lesbienne qui devient trans et qui redevient lesbienne après, et comment est-ce qu'elle vit énormément de violences policières, transphobes et lesbophobes.
jusqu'aux luttes de Stonewall. En fait, Stonewall, c'était des luttes de personnes LGBT, racisées, classes populaires, qui se sont organisées en fait, pour contrer les violences policières aux États-Unis. Et notamment aujourd'hui, il y a des luttes LGBT par rapport à la PMA, donc pour que la procréation médicalement assistée, pour faire des enfants de manière médicalement, ce soit accessible aux couples de femmes et aux femmes seules. Je ne sais pas si vous en avez, si vous voulez. Ouais. Et également aux hommes trans. Aux hommes trans, mais le problème, je voulais dire que par rapport à cette loi, la loi ne passe pas pour les hommes trans, donc il y a encore des... vous avez complètement raison, il y a des luttes de certaines féministes pour que ce soit accessible aux hommes trans. Mais malheureusement, dans la loi, ça risque de ne pas passer. Mais par contre, il y a un truc qui est passé, c'est que le fait que ce soit remboursé. Parce qu'en fait, si on dit ok, les lesbiennes et les femmes seules, elles peuvent faire des enfants par PMA, donc par procréation médicalement assistée, mais qu'en fait, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, ça crée beaucoup d'inégalités entre les femmes, celles qui n'ont pas d'argent et celles qui en ont. C'est-à-dire que ce serait accessible qu'aux femmes riches de classe supérieure. Donc en fait, c'est pour ça que c'est extrêmement important le remboursement de la PMA. Vous avez des questions? Mais pourquoi rembourser? Pourquoi? Ben justement, en fait, alors je vous explique vite fait. La PMA, donc la procréation médicalement assistée, c'est par exemple si avant, dans la loi jusqu'à aujourd'hui, là, c'était entre un couple hétérosexuel quand ils avaient du mal à faire un enfant. Mais parfois, avoir du mal à faire un enfant, c'est pas. On dit ah mais oui parce que c'est médical. Mais non, parfois c'est parce qu'ils n'ont pas assez de rapports sexuels, ou soit parce qu'ils n'y arrivent pas, mais en fait ils auraient pu y arriver dans quelques années. Mais pour eux, c'est remboursé, tout de suite. Alors qu'entre deux femmes, c'était interdit dans la loi. Et en fait, ce qu'on montrait des luttes féministes, c'est que c'était discriminatoire, parce qu'en fait, de la même façon, ils n'y arrivaient pas en fait, à faire des enfants comme les couples hétérosexuels, en fait. Et que s'il y a le droit au mariage, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas le droit à pouvoir faire des enfants en prenant du sperme dans une banque de sperme? Et en fait, c'est important que ce soit remboursé, parce qu'en fait, sinon, si c'est pas remboursé, comme ça coûte hyper cher, c'est-à-dire que ce serait que les femmes seules et les lesbiennes riches qui pourraient le faire. Et les femmes pauvres, elles n'auraient pas accès à cette procréation médicalement assistée. Donc c'est aussi important de penser aussi les rapports de classe et voir les différences d'accès à certaines pratiques médicales si c'est pas remboursé. C'était clair ou c'était un peu rapide? Mais en fait, quand je dis rembourser, parce que au final, ils ont leur bébé. Mais pourquoi ils non, rembourser, ça veut dire que, par exemple, il faut faire venir du sperme. Il faut que les médecins, alors je sais pas exactement comment ils font, mais ils prennent l'ovule et le spermatozoïde et ils en font un embryon qu'ils mettent après dans l'utérus de la femme. Et ben en fait, ça coûte très très cher en fait, d'un point de vue médical. Donc c'est ces actes-là qui sauraient être remboursés par la sécurité sociale pour que ces femmes-là n'aient pas à payer 10 000 € pour avoir accès à la PMA. Ça te plus clair ou pas? Je m'étais mal exprimé, vous avez raison de poser la question. Mais c'est vrai que pour les hommes trans, c'est encore aujourd'hui interdit, alors que des hommes trans, ça veut dire ils peuvent tout à fait avoir des enfants puisqu'ils ont un utérus et en fait là ça leur est... Et donc en fait c'est encore un acte discriminatoire de la part du gouvernement et du pouvoir. On continue? Par rapport à l'épilation. Ouais. Ah on avait oublié ce débat-là. Ce que vous avez dit en fait, c'est normal qu'en gros les femmes veulent s'épiler. Qu'est-ce que vous entendez par normal? Qu'est-ce que vous entendez par normal? Parce qu'il y a une première. Ok, mais alors on est d'accord qu'aujourd'hui dans notre société ça fonctionne comme ça, mais que dans d'autres sociétés ça pourrait fonctionner autrement. C'est-à-dire que puisque c'est naturel d'avoir des poils, toutes les femmes naissent avec des poils. Bah ouais. Ouais, et ben en fait on leur apprend depuis toute petite que pour être plus belle, il faut les enlever pour rentrer sur le marché de la séduction. Et on voit qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. Il y a 50 ans, l'épilation du sexe, c'était pas quelque chose du tout généralisé. C'est extrêmement récent. L'épilation, c'est quelque chose de douloureux. En fait, c'est un acte douloureux et que les filles, elles apprennent à gérer cette douleur depuis toute petite en se disant non, c'est bon, ça fait pas mal. Alors c'est quelque chose qui fait mal, ça repousse, il faut le faire hyper régulièrement. Donc en plus, c'est un travail du corps qui est une charge mentale énorme. C'est-à-dire qu'on se dit putain, je vais à la piscine, j'ai rendez-vous avec machin et machine, il faut absolument que je sois parfaite, c'est une charge énorme pour les filles. Et c'est une angoisse énorme de ne pas être assez dans la norme, de ne pas avoir le corps normal, de ne pas avoir le corps qui est bien dans la catégorie féminine qui est organisée dans notre société. Donc en fait, je suis complètement d'accord avec vous et en plus c'est un truc qui pèse de manière hyper douloureuse chez les femmes. Mais si c'est obligé, c'est ça qui est intéressant. Et c'est qu'est-ce qu'on met derrière le obligé. Je suis d'accord avec vous, aujourd'hui c'est obligé dans une représentation du corps des femmes. On a dans la tête cette représentation-là. Mais en fait c'est super social, c'est-à-dire qu'on nous l'apprend depuis petite.
Si on regarde, quand on a commencé à dire à des filles « Ah mais t'as des poils, c'est dégueulasse »,« Ah mais t'as des poils, c'est moche » depuis toute petite, en fait on se met à avoir ces représentations-là. Quand on regarde la télé, quand on regarde, je sais pas, un magazine. Quand on est petit, on n'a pas de poils. Oui, mais quand on commence à avoir la puberté, on commence à avoir des poils, et là, en fait, il y a des injonctions, des moqueries, on entend les choses. En fait, les filles, elles entendent les garçons dire « Ah, c'est moche les poils » quand elles ont 13 ans, par exemple. Et donc, en fait, ça, c'est une manière pour les garçons aussi d'avoir un certain pouvoir, de pouvoir dire des filles ce qui est bien ou pas bien, de pouvoir avoir l'air de savoir ce qui est bien, de comment doit être une fille. Donc, en fait, c'est aussi une manière de faire son viril. Les filles, elles entendent ça, elles se sentent pas forcément bien, et donc elles se disent « Mais moi aussi, je dois m'épiler. » Ouais. Cette question de remarque des garçons, il y a aussi une histoire de culture et de transmission orale de la mère à la fille et qui perdure aussi depuis des générations dans certaines cultures. Donc c'est pas forcément qu'au travers des hommes, bien sûr, mais c'est aussi au travers des femmes intrinsèquement au sein de la complètement. Et c'est ça que je disais, c'est qu'entre elles aussi, il y a des choses qui se créent, des transmissions, des espaces de non-mixité qui peuvent être aussi intéressants et qui peuvent être aussi une cohésion collective en fait. Et d'appartenance à une famille et à... Ouais, complètement. Et de valorisation de ça. Ouais. Après, les cheveux, c'est des poils. Les cheveux, tu les laves. Tu peux laver tes poils aussi. Bah, après, si tu ne laves pas complètement quand tu prends ta douche, bah, après, c'est ton problème. Hein. Dans le sens, c'est qu'on a toujours associé les poils à fait que ce soit sale pour une raison, c'est parce qu'on n'en mange jamais. Oui. Et donc, je veux dire, c'est comme les règles. On dit les règles, c'est sale. Les règles, c'est pas sale. C'est le contraire de la saleté. C'est vraiment le contraire de la saleté. C'est quelque chose qui va te nettoyer. Donc, le fait qu'on pense que c'est ça, c'est parce qu'on ne montre pas. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui font qu'on montre plus les poils. Il y a eu des couvertures de magazines où les femmes étaient en bikini et on voyait leurs poils. Et ce que vous avez dit était super intéressant. C'est de voir quand, par exemple, il y a... Parce que vous parliez... votre professeur parlait justement de transmission familiale. C'est quand, en fait, il y a contradiction entre transmission familiale et les injonctions à l'école. Parfois, il y a des parents qui disent « T'as pas le droit de t'épiler avant tel âge parce que t'es trop jeune ». Donc on voit aussi qu'on contrôle l'âge de la sexualité des femmes. T'as le droit de t'épiler à partir de tel âge, mais pas à partir de tel âge. Alors qu'en fait, à l'école, on leur dit « Ah, c'est moche les poils ». Donc après, les filles, elles font des choix aussi qui sont liés à des injonctions contradictoires. Autre chose, par exemple, il y a des filles, leur mère, elle leur dit « Faut pas que tu t'épiles les sourcils parce que c'est pas bien et tout ». Et en fait, à l'école, on se moque d'elles sur les sourcils. Et en fait, elles peuvent tout à fait envoyer balader le garçon qui leur dit parce qu'en fait, moi, ma mère et moi, dans ma culture, en fait, on s'épile pas les sourcils. Donc en fait, va te faire voir avec tes normes. Mais par contre, si on se moque d'elles sur la moustache, parce qu'il faudrait qu'elles s'épilent la moustache, et qu'en fait, il n'y a personne chez elles pour leur dire mais non, garde ta moustache, et ben elles vont se sentir trop mal et elles vont l'épiler. Donc on voit aussi que les filles, et d'ailleurs les garçons, tout le monde, en fait, quand il y a des injonctions contradictoires, on utilise une injonction pour se défendre d'une autre. Et en fait, on passe notre temps à essayer de faire avec, et même là, les discussions qu'on a entre nous, après, ça nous fait réfléchir, on se dit, ouais, mais il y a ça, non, mais il y a ça peut m'aider à agir comme ça. Donc, ouais, c'est super. On va parler de la question des violences et de MeToo, d'accord? Il y a des enquêtes qui ont été faites, par exemple, dans les années 2000, une enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, c'est une enquête qui a été faite par téléphone, et qui montre vraiment qu'encore dans notre société aujourd'hui, il y a une banalité des violences qui traversent tous les milieux sociaux. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas dans ce milieu social, les hommes sont violents, etc. Non, ça traverse vraiment tous les milieux sociaux. Et là où il y a le plus de violence, c'est dans le couple et dans les rapports intimes. 9% des femmes sont en situation de violence conjugale, d'après cette enquête qui a été faite en 2000. Donc c'est vraiment beaucoup. Vous avez entendu parler de MeToo, du mouvement MeToo, et qui a vraiment permis l'ouverture de la parole pour les femmes sur les violences sexistes et sexuelles. Alors, violences sexistes, ça veut dire que c'est pas forcément des violences sexuelles qui sont spécifiques à l'encontre des femmes, des personnes trans et des personnes LGBT. C'est dire, oui, toi, c'est une agression qui est liée au genre de la personne. Violence sexuelle, ça veut dire qu'il y a des viols et il y a des agressions sexuelles. Ok ? Mais ça a vraiment ouvert la parole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, il y a 10-15 ans, sur les questions de viol et de violence, mais il y avait une omerta, c'est-à-dire qu'on n'en parlait pas du tout en fait. Les femmes, elles n'avaient aucun outil pour savoir ce qui se passait, ce qu'elles avaient vécu, à qui en parler. Et surtout quand elles essayaient d'en parler à leur entourage, tout le monde niait la chose. Toujours c'était elle qui avait un problème, qui avait mal perçu le truc. Donc en fait c'est un vrai changement. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, puisque vous êtes vraiment dedans, donc ce changement-là, mais
enfin, et pas tout le monde, hein, parce que c'est aussi des micro-milieux militants qui parlent de ça, donc peut-être que vous n'êtes pas hyper au courant, il n'y a pas de souci non plus. Mais il y a aussi MeToo qui s'est fait dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a des groupes militants de féministes qui se sont organisés depuis 2-3 ans pour faire des assemblées générales et pour discuter de tout ça et de faire vraiment un mouvement féministe contre les violences sexuelles et sexistes. Donc en fait, c'est en 1980 que le viol devient un crime. En 1992, que les violences conjugales et le harcèlement, enfin, les violences conjugales deviennent un crime et que le harcèlement sexuel devient un délit. Mais en fait, dans les faits aujourd'hui, le viol, même si c'est pensé comme un crime dans la justice, c'est pas du tout criminalisé dans les faits. Parce qu'en fait, il n'y a que 1% des violeurs qui vont en prison. Donc c'est vraiment pas du tout perçu comme un crime. Et en fait, c'est très très important chez les féministes, en fait, c'est ce débat sur la prison, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. En fait, on est un peu contre le système de la prison, parce qu'en fait, c'est toujours les personnes les plus précaires, qui subissent du racisme et de la violence de classe, qui vont toujours en prison. Est-ce qu'on est vraiment pour la prison? Est-ce que ça peut aider à penser les choses? Mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui disaient, faut quand même que les violeurs, ils aillent en prison, parce qu'en fait, on est les seuls à se poser toutes ces questions-là. Et en fait, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une vraie criminalisation. Donc c'est hyper important de penser qu'en fait, il peut y avoir des débats même sur la prison et sur tout ça. Ce sur quoi ont réfléchi les féministes pendant les mobilisations MeToo, c'est sur les parcours judiciaires en fait, des femmes qui essayaient de porter plainte. En fait, ce qu'elles montraient, c'est que c'était vraiment un enfer du début à la fin. Déjà, quand une femme vit un viol, c'est hyper dur en fait, de se rendre compte que c'est un crime. Parce que quand elles en parlent à leur entourage, comme je vous le disais, les gens disent mais non, mais c'est pas si grave, mais au fond, est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu voulais pas. Donc en fait, c'est hyper important en fait, de travailler aujourd'hui tout ensemble et tous ensemble, en fait, ce qui est un crime et ce qui ne l'est pas en fait. Et ça, c'est vraiment un truc c'est un truc interdit par la loi. Et donc en fait, c'est hyper dur pour les femmes d'être entourées de gens qui vont les aider et leur dire mais en fait, ce que tu as vécu, c'est interdit par la loi en fait. Si il n'y a pas ton consentement, c'est interdit en fait qu'il y ait un rapport sexuel. Mais même quand en fait elles arrivent à essayer de porter plainte dans les commissariats, souvent on leur dit c'est pas le bon lieu de dépôt. Les flics leur disent c'était pas là qu'il faut que tu portes plainte, c'est ailleurs. Donc c'est hyper compliqué. En plus, la plupart du temps, quand elles ont porté plainte, c'est-à-dire qu'elles sont allées au commissariat, qu'elles ont raconté ce qui s'est passé, que ça a été enregistré, 99% du temps, on leur dit classement sans suite pour manque de preuves. Ce qui veut dire, on leur dit mais tu n'as pas de preuves. Donc c'est comme si on peut pas le juger, on peut pas dire qu'il y a eu viol. Ce qui est terrible, parce qu'en fait, comment est-ce qu'on fait pour prouver un viol? En fait, il fallait avoir sa caméra, ou alors il faut se dire que c'est des viols très spécifiques, où il y a des coups, des bleus, etc. Alors que la plupart des viols, comme on l'a dit, c'est dans l'espace intime, c'est dans le couple, c'est hyper dur à prouver. Donc en fait, les femmes se retrouvent à pas pouvoir en fait, dénoncer dans la justice ce qu'elles ont vécu. Si par exemple il y a des procès, parfois il y a des procès, très très rarement, quand il y a une preuve par exemple, et ben la plupart du temps, comme il n'y a pas assez de magistrats, ce qui se passe, c'est qu'on dit ah, il n'y a pas assez de magistrats, tu vas attendre plusieurs années pour qu'il y ait un procès par rapport à ton viol. Donc en fait, on va le passer en correctionnel, c'est-à-dire qu'on va en faire un délit et qu'on va dire que en fait, c'était qu'une agression sexuelle. Agression sexuelle, ça veut dire qu'il n'y a pas eu pénétration. Et donc en fait, pour que tu sois jugé, pour que l'agresseur soit jugé dans les 6 mois. C'est-à-dire que même lorsque les femmes elles arrivent à montrer qu'il y a des preuves, comme il n'y a pas assez de magistrats, comme ça dure trop longtemps, en fait, ça tombe en délit et c'est plus le procès n'est pas sur un crime. Donc en fait, on voit qu'il y a un vrai problème. Je vous poserai une question après, ça vous voit. En fait, on se rend compte qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire que pour lutter contre des crimes dans notre société, s'ils ne sont pas criminalisés effectivement, comment est-ce qu'on fait? Comment ça se passe en fait? Quand les hommes se disent bah de toute façon j'irai pas en tôle, j'ai aucun problème. Comment faire? Donc en fait les féministes réfléchissent vachement à ces questions-là, et notamment au niveau du consentement. Vous savez qu'en France, il y a viol quand il y a eu non-consentement. C'est-à-dire que quand il y a, s'il y a eu viol par surprise, s'il y a eu viol par violence, il y a encore d'autres choses, et je m'en souviens plus à la seconde, mais en tout cas il faut qu'il n'y ait pas de consentement. Alors qu'en Suède c'est l'inverse. Il faut qu'il y ait consentement pour qu'il n'y ait pas viol. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consentement explicite de la part de la personne qui dit oui j'ai envie. Alors c'est pas forcément oui j'ai envie, j'écris une lettre, j'ai envie. Ça peut être de plein de manières qu'on peut montrer qu'on a envie. Ça peut être physiquement, ça peut être par une caresse, ça peut être par un... Ça se voit en fait quand la personne a envie. En fait c'est très très important de voir qu'en fait les agresseurs, les violeurs, ils savent très très bien ce qu'ils font. En fait ils savent que l'autre n'a pas envie, c'est juste qu'ils instaurent un rapport de pouvoir. C'est une manière de prendre le pouvoir en fait. C'est pas ça, on dit ah oui les hommes ils peuvent pas se contrôler ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça, c'est vraiment comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les hommes ils auraient vachement plus envie de sexualité. Mais c'est pas ça du tout, c'est juste une prise de pouvoir, se dire je peux avoir le pouvoir sur l'autre. Étant donné qu'on vit dans une société où il y a une hiérarchie et des inégalités entre les hommes et les femmes. Et donc en fait, le viol est vraiment une arme en fait pour réinstaurer des rapports de pouvoir et pour montrer qu'on a le pouvoir. Mais donc c'est pour ça que
selon plein de féministes, hyper important de repenser le consentement. La question n'est pas il y a viol quand la femme a dit non, il y a viol quand les femmes n'ont pas dit oui, quand il n'y a rien eu de preuve que c'était un oui en fait. Après, il y a plusieurs autres formes de choses. C'est-à-dire que le viol, ça peut être aussi sur insistance. Quand l'agresseur insiste en disant je voudrais vraiment, par culpabilisation aussi. En fait, il y a plein de filles qui se retrouvent à avoir des rapports sexuels qu'elles n'ont pas envie d'avoir parce qu'en fait, on les culpabilise, on leur dit mais non, mais c'est pas cool, en fait, tu devrais le faire, tu devrais le faire. Et parce qu'en fait, c'est pas vu dans notre société comme un continuum de la violence, alors que c'est un continuum de la violence en fait d'insister pour ce genre de choses. Il n'y a pas à insister en fait pour les rapports sexuels, soit on a envie, soit on n'a pas envie, et après on négocie de ce qu'on veut et comment est-ce qu'on veut le faire. Donc en fait, les féministes veulent repenser le statut du consentement. Aussi d'autres choses à penser, c'est que par exemple s'il y a plusieurs plaintes contre un même homme, contre un même agresseur, la justice elle dit bah non, 0 plus 0 plus 0 égale 0. S'il n'y a pas de preuve pour cette agression là, s'il n'y a pas de preuve pour celle-là et pour celle-là, et bah ça veut dire qu'il n'y a jamais de preuve. Donc il y a plein de choses à changer dans la justice, de dire bah s'il y a 2 plaintes contre le même homme, bah c'est bon, ça devrait marcher comme une preuve. Aussi un autre truc que les féministes pensent, mais ça c'est à discuter et à comprendre, est-ce qu'on pourrait faire une inversion de la charge de la preuve? Que ce soit plus aux femmes de prouver qu'elles ont été violées, mais de prouver aux hommes qu'ils n'ont pas violé. Parce que par exemple, dans les entreprises, vous savez que parfois il y a des discriminations à l'embauche, qui peuvent être des discriminations sexistes, racistes, et dans la justice, c'est aujourd'hui à l'employeur de prouver qu'il n'a pas discriminé. Donc est-ce que ce ne serait pas aux hommes de prouver qu'ils n'ont pas violé les femmes? Parce que peut-être que ça permettrait de renverser en fait les choses, parce que les femmes elles se retrouvent toujours démunies. Après le problème c'est la question de la justice, comme elle fonctionne. Normalement quelqu'un qui est censé être innocent jusqu'à preuve du contraire, il le reste. Donc c'est tout le fonctionnement de la justice qu'il faut repenser. Mais ce qui est aussi important de penser, c'est la question de l'autodéfense des femmes, puisqu'en fait la justice, elle défend pas les femmes. Comment faire? Donc ça, on va en parler, mais on va d'abord parler un peu de ce qui se passe dans l'espace public et du harcèlement sexuel dans l'espace public. Comme on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est juste une petite piste, hein, c'est pas du tout ça qui explique les choses, mais on apprend toujours aux garçons à être bien pris, apprendre à se comporter de telle ou telle façon, et c'est aussi, même s'ils sont dans une position de pouvoir par rapport aux femmes, parce que c'est eux qui ont le pouvoir dans la société, dans les rapports de genre, en fait on leur apprend à être comme ça. Les garçons, quand ils sifflent dans la rue, quand ils sont ados, ils se disent bon, allez, je vais y arriver, je vais être capable de siffler cette meuf, je vais le faire pour que mes copains voient que je suis un vrai mec. En fait, c'est toute une construction aussi sociale de la virilité par ça. Mais même si c'est ça et que ça s'explique socialement, en fait, c'est juste une charge horrible pour les femmes d'être tout le temps emmerdées dans la rue en permanence. Et donc, en fait, les femmes, elles trouvent des tactiques, en fait, des petites. Je sais pas, ça fait peut-être référence à des trucs que vous avez ressentis, dont on vous a parlé. Mais en fait, des petites, on se dit, bah alors je vais pas regarder, je vais baisser les yeux, je vais répondre, je vais pas répondre. Ça, c'est une charge énorme pour les femmes de devoir négocier ça en permanence dans la rue, de gérer en fait ce harcèlement-là. Et on se dit oui mais c'est pas grave, c'est que de la séduction. Sauf qu'en fait quand on est sifflé, je sais pas, 5 fois dans la journée, qu'il y a des discours agressifs, même c'est que verbal en fait on se rend pas compte, mais il y a des enquêtes qui ont été faites que pour la santé mentale des femmes, c'est horrible, et surtout pour leur confiance en elles. En fait le fait d'être, qu'on leur parle de leur corps, qu'on commente leur corps toute la journée, c'est un peu la même chose de ce dont on avait parlé, hein, de comment fonctionne la séduction hétérosexuelle en fait. C'est toujours sur le corps des femmes qu'elles doivent être belles, qu'elles sont comme ci, qu'elles sont comme ça. Et bien en fait ça casse leur confiance en elles. Parce que ça leur fait se dire est-ce que je suis valide, est-ce que je suis validée par les hommes, est-ce que je suis assez comme il faut, plutôt que de se sentir forte et de se dire non moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça dans ma vie, j'ai envie de m'organiser, faire des trucs qui me plaisent, plutôt que de me penser est-ce que je vais pas me faire emmerder dans la rue, ou est-ce que je vais pas passer pour la grosse moche parce que je réponds pas. Enfin voilà, ça c'est un truc qui pèse vachement sur les filles. Et en fait ce qui se passe, c'est que là on parle un peu des agressions verbales, mais après il y a aussi les agressions physiques. Et en fait les femmes elles sont obligées de gérer leur parcours de vie et de modeler un peu comment est-ce qu'elles vont prendre le métro, comment est-ce qu'elles vont marcher dans la rue pour pas avoir de problème. Elles vont changer leur itinéraire, prendre certains RER, certains métros à telle heure pour pas se faire emmerder. Elles vont parfois se dire bah, il faudrait que je sois accompagnée d'un homme pour pas être emmerdée, je vais m'habiller comme ça. En fait elles sont en état de vigilance permanente. Et ça c'est une charge mentale de fou en fait. C'est un truc qui est dingue que les femmes ont, mais en fait que les hommes n'ont pas du tout de la même manière. Et en fait, ça crée une ségrégation sexuée des espaces publics. C'est-à-dire qu'en fait, la ségrégation sexuée, c'est-à-dire que les hommes, ils prennent beaucoup plus d'espace dans l'espace public que les femmes. Les femmes, comme elles ont peur de passer par telle ou telle rue, elles n'osent même plus y aller. Il n'y a plus que les hommes qui ont le droit d'y aller à partir d'une certaine heure, etc., etc. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que les femmes, elles ont hyper peur dans la rue, parce qu'en effet, il y a des agressions sexuelles, il y a des agressions verbales, et que c'est horrible.
Mais en fait, on médiatise vachement plus là-dessus, alors que les agressions, elles sont la grande majorité du temps dans l'espace privé, comme on le disait tout à l'heure. Mais parce qu'en fait, médiatiquement, on parle que de ça. Les femmes, elles sont en danger dans la rue, elles sont en danger dans la rue parce qu'elles sont vulnérables, etc., etc. Et en fait, ça, c'est une construction qui fait que les femmes, elles ont encore plus peur et que les parents, ils disent aux filles, ne sors pas. Donc il y a deux choses. Il y a à dire, oui, en effet, c'est dangereux pour les femmes dehors, mais en plus, on leur fait super peur tout le temps et on leur fait croire que c'est pas dans l'espace privé, c'est dans l'espace public qu'elles sont le plus en danger. Et en fait, derrière ça, il y a aussi des stéréotypes super racistes et classistes qui sont derrière ça, parce qu'en fait les médias ils construisent, ah ben oui, l'agresseur c'est un mec pauvre qui est issu de l'immigration, c'est pas du tout les blancs riches, hein, alors que c'est pas vrai du tout, hein, c'est autant les hommes blancs riches que les hommes pauvres, que toutes sortes d'hommes en fait qui sont des agresseurs. Et en fait construire ce stéréotype raciste et classiste en fait, ça fait que ça permet en fait à la société de dire ah mais en fait dans l'espace public chez les classes moyennes supérieures blanches il se passe rien alors qu'il y a autant de violence qu'ailleurs. Donc en fait c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que les médias construisent en fait ce discours là et font peur aux femmes d'une certaine façon. Excusez-moi. Maintenant en fait on peut voir aussi que les capacités d'autodéfense et les stratégies d'autodéfense des femmes elles sont toujours dénigrées dans la société. Une femme qui se défend, qui tue son agresseur, elle est hyper souvent, mais dans la merde, et souvent c'est elle qui a un procès et c'est elle qui est jugée. Alors qu'en fait, il faudrait aussi changer dans la justice le fait que les femmes, qu'elles aient accès à l'autodéfense en fait. Tuer un homme agresseur, en fait, c'est de l'autodéfense. Et donc il y a plein de choses à changer d'un point de vue de la justice, et surtout aussi sur la socialisation, comme on en parlait tout à l'heure par rapport à la violence en fait. On apprend toujours aux hommes à être violents depuis tout petit, alors que les femmes, on leur dénie la possibilité d'être violente en fait. C'est interdit de s'autodéfendre, et c'est pas possible pour une femme, je sais pas, d'être forte et de défoncer la gueule à un agresseur. Donc en fait, c'est aussi repenser la violence des femmes, parce que tout de suite on dit ah elles sont hystériques, elles sont folles dès que les femmes sont un peu violentes. De repenser la violence des femmes pour quelque chose pour se défendre et pour s'organiser collectivement. Et donc ça il y a aussi des collectifs d'autodéfense entre femmes. Comme on disait tout à l'heure, il y a tout un travail des féministes pour lutter contre les féminicides, parce qu'il y a énormément de féminicides en France, et il y a encore quelques années, et encore il y a un an, genre quand on en parlait dans les journaux, ah c'était un fait divers. Alors qu'en fait ces rapports de pouvoir et cette violence, en fait c'est des meurtres et c'est des crimes, et qui sont pas du tout mis en avant. Et en fait ce qui est dingue c'est que tout le travail de certains collectifs féministes contre les féminicides, vous voyez ce que c'est que les féminicides ou pas? Dans la sphère intime en fait. Et donc on voit que ces violences-là, donc ça peut être des coups, ça peut être une violence psychologique, ça peut être des coups, et c'est aussi des crimes, des meurtres de femmes. Et en fait, les collectifs qui s'organisent aujourd'hui pour parler de ça, vous voyez, on parlait de changement tout à l'heure, on disait ah mais il y a des choses qui changent. En fait, il y a des petits trucs qui sont changés là depuis quelques mois. Il y a des choses qui étaient invisibilisées, des meurtres de femmes qui étaient invisibilisés, alors que c'est pas des trucs individuels. C'est pas ah ils s'entendaient pas bien. Quand on se rend compte que c'est autant systématique, c'est que c'est une norme sociale. C'est-à-dire que la société ne criminalise pas ces violences-là, déjà premièrement, et qu'en fait on apprend aux hommes qu'en fait ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit d'être violents envers les femmes, que ce soit sexuellement ou en les battant. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait il y a tout un travail d'éducation qui est à faire de tout petit sur le consentement. En fait, qu'est-ce que c'est que le consentement dans les rapports amoureux, dans les rapports sexuels et les rapports charnels? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Qu'est-ce que c'est de prendre le pouvoir jusqu'à tuer l'autre en fait? Et il y a un vrai problème, encore aujourd'hui, moi je me souviens à mon époque quand on avait des cours d'éducation sexuelle, ils nous parlaient de préservatifs, au revoir merci, c'était fini. Personne ne nous parlait de violence, personne ne nous parlait de consentement, de en fait à quoi on va être confronté dès qu'on va grandir en fait. Et c'est ce à quoi tout le monde est confronté. Donc il y a un vrai travail en fait d'éducation depuis tout petit à faire sur les questions de violence et de consentement qui est extrêmement important. Ouais. Et encore aujourd'hui, les cours d'éducation sexuelle, moi j'ai vu, quand j'étais dans américain, on a vu la contraception, comment faire des enfants, et puis c'est tout. Après, tout le reste qui passe à la trappe. Tout à fait. C'est-à-dire que, comme vous le dites, encore aujourd'hui, on ne parle pas de violence, on ne parle pas de consentement, on ne parle pas de sexualité minoritaire, on ne parle pas de sexualité homosexuelle, lesbienne. Ça, c'est invisibilisé. Mais c'est vraiment, il ne faut pas se dire, ah ben mince, ils n'y arrivent pas. C'est qu'en fait, il n'y a pas de politique mise en place pour parler de ces questions-là et pour contrer en fait des violences hyper importantes dans notre société. En fait. Et c'est parce qu'en fait, il y a vraiment, quand je dis des réactionnaires, il y a vraiment des gens qui veulent que les choses ne changent pas, qui disent mais non, il n'y a pas de violence. Non, les sexualités minoritaires, il ne faut pas qu'elles existent en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un travail féministe à faire hyper important.